La descente dans la cavité s'est bien passée, une descente de 15-20 mètres, et nous allons l'explorer pour voir jusqu'où elle continue. Et d'ailleurs, cette cavité me fait penser un peu à un aven. Un aven, c'est un gouffre naturel qui est creusé par les eaux dans un terrain calcaire. À la différence d'une grotte, qui est une cavité souterraine horizontale, la veine, lui, c'est une sorte de gouffre dont l'accès s'ouvre dans le sol comme un puits finalement. Et déjà là, on peut observer différents types de mécanismes de remplissage de cette cavité. D'abord, les remplissages par des colluvions, des écoulements gravitaires de rochers plus ou moins gros qui sont emportés tout simplement par leur poids, du haut vers le bas, des écoulements gravitaires, mais ça peut également être emporté par les précipitations, par l'eau qui va emporter avec elle un classement de roches plus ou moins fines, plus ou moins grosses. En deuxième, on a la desquamation des parois. Donc c'est l'effritement des murs et du plafond qui vont faire des effondrements de blocs plus ou moins gros et qui vont recouvrir le sol de la cavité. Ça peut également intervenir à cause de l'érosion, de la circulation de l'eau, mais aussi des mouvements tectoniques. Ils existent dans la région des Alpes-Maritimes, ils ne sont pas négligeables pour autant. Ensuite, je me trouve à côté d'un pauvre malheureux qui n'a pas eu de chance. Le remplissage organique, biologique. Donc là, on a le cadavre pas très frais de quelques semaines d'un ongulé. Un ongulé, on le voit parce qu'il a 2 sabots, probablement un chevreuil. Et ça, c'est une des caractéristiques des avennes. Donc vraiment des animaux qui tombent au fond et qui se retrouvent piégés et qui entament leur décomposition et qui participent ainsi à former ces archives sédimentaires. Et je suis certain que c'est ni le premier ni le dernier et que si à ce même emplacement on creuse plus profondément, on retrouvera encore d'autres cadavres d'animaux plus ou moins gros. Et donc c'est un indicateur intéressant des différentes faunes qui ont pu occuper ce territoire il y a plusieurs siècles auparavant. Ça glisse. Alors nous arrivons ici sur un endroit assez amusant qui nous permet un peu de comprendre comment se forment les stalactites et les stalagmites. Il faut savoir que l'eau va transporter un minéral avec elle qu'on appelle la calcite. La calcite, c'est ce qu'on a devant nous, ce sont tous ces rochers devant nous. Voilà, donc l'eau elle va précipiter, elle va percoler et en se déposant, elle va en circulant en tout cas, elle va déposer de la calcite. Donc là, on a un écoulement d'eau qui vient frapper la roche et qui est en train de faire cette boule, cette concrétion, qui est en réalité de la calcite qui est en train de s'accumuler au fur et à mesure des années et qui forme cette grosse boule et qui deviendra une future stalagmite ou pas, selon le rythme et la quantité et la durée d'écoulement des eaux. Et l'eau, au fur et à mesure du temps, comme elle vient du dessus, elle vient du ciel, qui passe par la terre, elle va transporter différents types de nutriments qui vont varier avec le temps.
Et donc ça va faire des couches successives qui vont se retrouver juste ici. On a un magnifique exemple de cassure dans la calcite qui nous montre différentes étapes, comme une archive sédimentaire, une archive minérale plutôt, de la formation de la calcite. Donc tous ces traits que l'on voit ici, tous les traits, ce sont comme les cernes d'un bois que l'on coupe, que l'on va compter pour déterminer son âge. Et bien là c'est exactement la même chose. On a coupé, il y a une fracture, et donc tous ces traits correspondent à différents moments, différentes séquences du temps de dépôt d'eau, de formation, de différentes couches de la formation de cette calcite.